Bonjour à toutes et à tous pour cette émission spéciale, puisque nous recevons aujourd'hui les membres du réseau Pôle Sud de la Fondation Annaline France. Alors, la Fondation Annaline France pour le dialogue interculturel en Méditerranée est un énorme réseau, un réseau dont le siège est basé à Alexandrie, avec une quarantaine de pays membres, et chaque pays, chaque réseau anime sa communauté d'associations, d'acteurs associatifs, institutionnels aussi, qui soutiennent un petit peu nos initiatives, universitaires également, et nous nous retrouvons chaque année pour échanger, débattre et structurer notre réseau. Notre émission aujourd'hui se déroule un jour un petit peu spécial puisque nous sommes le jour de la Méditerranée. La première question qu'on peut se poser, c'est comment parler du jour de la Méditerranée dans le contexte complexe et dramatique que traverse aujourd'hui la Méditerranée et les conflits qui la traversent. Le sujet pour nous est important. Il est pris avec beaucoup de gravité par les acteurs qui sont attachés aux enjeux méditerranéens, mais surtout nous essayons de voir à l'endroit où nous sommes, en tant qu'acteurs du dialogue interculturel, quelle peut être notre contribution à la question de ce dialogue. Certes, aujourd'hui, le contexte est compliqué, mais du coup, plus que jamais, l'intention, c'est de pouvoir, ensemble, apporter une autre narration, donner un autre storytelling sur la réalité de ce qui se passe en Méditerranée, avec toutes les histoires positives, constructives, et cette notion aussi d'espoir et d'accompagnement, de travail de terrain au quotidien que beaucoup de nos associations portent. C'est pourquoi ce matin, nous avons choisi de donner la parole à nos membres pour faire connaissance avec eux et pour voir ce que chacune apporte avec sa singularité et quel est le travail, pas toujours très visible, mais en tout cas toujours très engagé, qui est fait sur le terrain, de manière à ce que ces initiatives puissent à la fois être connues, servir de source d'inspiration, et surtout également, c'est le but de notre réseau, créer des synergies entre les membres. Donc je vais avoir le plaisir ce matin d'interviewer une série de membres du Pôle Sud, que nous continuerons cet après-midi sur un autre format d'émission avec les rencontres nationales et l'ensemble du réseau. Cette rencontre est aussi placée sous le sceau de la jeunesse, puisque nous serons accompagnés tout au long de la journée par des représentants du Conseil méditerranéen de la jeunesse, qui est aussi notre source d'espoir et d'engagement et notre raison de nous engager pour la Méditerranée. Du coup, j'espère que vous prendrez plaisir à découvrir ces portraits d'invités et je vais accueillir tout de suite notre premier invité du projet The Bait Project. Et je demande à David de venir nous rejoindre. David Stolero. Bonjour Sam. Bonjour David. Je suis content de te retrouver. On peut dire de manière assez simple, puisque tu vois, on est dans un format très cosy, très confortable. On inaugure aussi notre nouveau studio audiovisuel qui, j'espère, aura une longue vie avec des beaux projets comme ça, qu'on était il y a quelques jours ensemble à Tirana. Oui, tout à fait. C'était d'ailleurs une très belle occasion pour le festival NECE, ce réseau européen de Networking, Europe, Citizenship, Education. Et effectivement, c'est toujours, vous savez, l'histoire des voisins qui se voient jamais à côté, à la maison. Et en fait, on a rarement l'occasion de se voir à Marseille. Et on a passé un peu de temps ensemble à Tirana. Exactement. Et c'était une belle occasion pour moi, en tout cas, de découvrir Tirana et de découvrir l'Albanie. Et du coup aussi toute une série d'autres potentiels partenaires hein, pour d'autres projets en Europe. Tirana qu'on redécouvrira, j'en parlerai tout à l'heure et de manière plus importante cet après-midi, puisque c'est la ville qui a été choisie pour réaliser le forum Annalint au mois de juin. Et donc du coup, c'est une ville qui va être importante en 2025, puisqu'elle a été déclarée capitale méditerranéenne du dialogue interculturel et religieux.
label qu'elle a obtenu et on est bien content. Et quand on est sur place, on le comprend. Oui, alors c'est vraiment un lieu, une ville extraordinaire. Et pour nous qui travaillons sur le patrimoine, sur le vivre ensemble au travers du patrimoine, de découvrir cette ville, sa culture, les lieux qui ont en fait vécu des moments tellement intenses depuis les années 90 et bien évidemment aussi avant, c'était une curiosité en tout cas de ma part de voir comment on pouvait travailler avec les acteurs locaux pour mettre en place des projets pédagogiques sur ce thème. Alors, tu amorces déjà la question que j'allais te poser, puisque je voulais que tu nous parles un petit peu de ton activité, de tes engagements. Oui, alors The Byte Project, c'est une association, un projet que nous avons créé il y a maintenant 14 ans, presque, 13-14 ans, et qui en fait est une nomade du vivre ensemble, c'est-à-dire une installation éphémère dans différentes villes, et donc ça a commencé à Paris, et puis ensuite Barcelone, Rome, Berlin, et puis Londres, et encore bien d'autres villes, jusqu'à aujourd'hui où nous sommes dans une vingtaine de villes au travers d'Europe et de la Méditerranée, on en parlera après. Et dans chacune de ces villes, en fait, il s'agit d'un travail sur la transformation en fait de l'espace urbain et du patrimoine en outil pédagogique pour travailler sur la rencontre avec l'autre, sur le vivre ensemble. Je suis toujours intéressé par les déclencheurs et toi, tu as une formation d'architecte, je crois. Tout à fait, c'est mon métier. Qu'est-ce qui t'a fait faire la bascule? Alors j'ai vécu longtemps à Barcelone en arrivant pour mes études et mes études d'architecture et j'ai découvert là-bas ce qu'étaient en fait des lieux de patrimoine liés à l'histoire des communautés juives, de la communauté juive qui avait vécu pendant des siècles jusqu'à l'Inquisition. Et ces lieux, en fait, qui, pour moi, étaient extrêmement importants, puisque c'était quelque chose qui faisait partie de ma culture, n'étaient réellement pas reconnus, vus, n'avaient pas réellement de sens pour la société locale. Et je me suis dit qu'il y avait un potentiel énorme dans les lieux qui parlaient d'altérité, qui parlaient de l'autre, qui parlaient des moments, qu'ils soient dramatiques ou au contraire heureux, mais qui avaient marqué l'idée de la reconnaissance ou non de l'altérité et d'autres communautés. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à réfléchir à un projet qui puisse mettre en exergue, transmettre ces histoires à toute une série, toute la communauté, toute la société locale, au travers d'un dispositif qui serait spécialement dirigé aux jeunes. Cette école nomade est donc née avec une installation éphémère qui s'installe dans des lieux avec, alors on voit là quelques images d'activités qui ont eu lieu tout récemment à Nantes, dans un projet qu'on a fait dans un site qui est sur l'île de Nantes et qui est très proche d'un mémorial très important, qui est le mémorial de l'abolition de l'esclavage, qui est à Nantes, au bord de la rivière. Et donc il s'agit, comme l'on voit sur les images, d'une rencontre, une triple rencontre. Une rencontre entre des élèves, des jeunes et un lieu urbain, et puis une rencontre avec l'histoire ou les histoires de ce lieu, et puis aussi une rencontre avec l'autre, puisqu'il s'agit, là, dans les images qu'on voit sur l'écran, de deux établissements scolaires qui vont travailler ensemble, deux établissements scolaires qui viennent d'un contexte très différent. Et donc, ça peut être de quartiers très différents, ça peut être d'une communauté, d'une école religieuse, une école laïque, ça peut être des élèves avec handicap, des élèves sans handicap, donc toute une série de diversités qui en fait permet très rapidement aux élèves de se rendre compte que l'autre, avec sa vision des choses, ses lunettes différentes, eh bien, nous permet de voir des choses que tout seul on n'aurait pas pu faire. Et c'est là un peu le secret de ce projet, comment transformer la différence, que souvent on perçoit comme un obstacle, en un véritable atout. Alors, je vais être très frustré aujourd'hui parce que j'aurais envie de faire une émission complète sur chacun des membres du pôle Sud, mais ça va pas être possible. On réfléchira à une série peut-être plus tard. On peut retrouver les infos sur l'association sur le site. Oui, bien sûr. Alors, c'est sur le site thebyteproject.org. Mais comme on est quand même le jour de la Méditerranée, je voulais faire un peu plus un accent sur ce qu'on a réalisé ces dernières années en Méditerranée. Et notamment dans des villes comme Tanger, Tunis et d'autres, puisque l'ambition du projet a été de ne pas rester justement en Europe,
mais de dépasser cette frontière invisible qu'est la Méditerranée pour réfléchir sur comment justement la Méditerranée et le travail que l'on puisse faire avec puisse être un pont entre les rives et rapprocher les rives. On a donc lancé il y a maintenant 1 an et demi un projet qui s'appelle The Boat Project, avec une idée toute simple, c'était l'adage que l'on dit on est tous dans le même bateau, et bien le concrétiser avec une traversée de la Méditerranée qui amène des jeunes des 2 rives, de 5 villes que l'on a sélectionnées auparavant, à vivre ensemble sur un bateau et à traverser la Méditerranée de part en part, de rive en rive, du nord au sud à chaque fois, et transmettre leur vécu au travers d'activités, d'ateliers pédagogiques dans chacune de ces villes, aux jeunes, aux collégiens, lycéens locaux. Et donc ça a eu lieu, c'est une aventure assez incroyable qu'ont vécu des jeunes en service civique. L'idée étant de relier le service civique à cette idée d'engagement. Vous avez réalisé un petit documentaire sur le sujet d'ailleurs, je pense. Oui, tout à fait. On a réalisé un documentaire puisque c'est un projet qui a duré 6 mois. Alors au début, on me disait, David, tu ne connais rien à la voile. Des jeunes ou même des adultes qui s'engagent en mer, 1 semaine, c'est sympa. 2 semaines, on commence vraiment à trouver le temps un petit peu long. À partir de 3 semaines, tout le monde s'engueule. Donc prépare des jeunes qui viendraient remplacer ceux qui vont laisser tomber. Et on a vu que 6 mois, ce groupe de 8 jeunes venant de 5 villes différentes ont non seulement vécu et travaillé ensemble, mais ils ont créé des liens tellement forts qu'ensuite, au retour en mai dernier à Marseille, eh bien, ils ne voulaient plus quitter ni le bateau ni le groupe. Et si j'avais eu le bon âge, j'aurais fait à peu près la même chose qu'eux. On va devoir s'arrêter là, David. Je vous invite à découvrir le site, je vous invite à voir ce documentaire qui est très porteur et j'espère qu'il sera le premier d'une série qui continuera, puisqu'évidemment, on croit très fortement à ce type de projet, même si ça touche peu de monde dans l'absolu. Au final, le message qui est délivré autour de ces expériences-là et les ateliers qui ont été réalisés sur chacune des villes, puisqu'à chaque fois il y a des démultiplicateurs, en fait, on a besoin de ces projets-là. Donc, je te remercie d'avoir rejoint le réseau Analine France et je suis sûr qu'on aura plein de choses à échanger avec les membres sur ce sujet. Merci à toi, Sam. Merci. Alors, on continue dans la découverte de nos membres et je peux vous assurer que chacun d'entre eux a un parcours riche et un engagement assuré. Et là, on va parler d'une actualité qui est immédiate puisque nous allons recevoir la présidente du festival Film Femmes Méditerranée. Et donc, je vais demander à Marcel Callier de nous rejoindre. Marcel, bonjour. Bonjour Sam. Alors, porte bien le micro, parfait. Et on se connaît en fait de nos vies d'avant. Ça fait un moment qu'on se croise, mais tu as pris, puisque tu es une irréductible engagée, une nouvelle fonction il n'y a pas si longtemps que ça. Et tu viens de prendre la présidence d'un festival qui compte sur le territoire. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Absolument. Et puis, c'est vrai qu'on a un petit parcours de rencontres assez fréquent. Donc, Film Femmes Méditerranée, moi, je suis présidente depuis 1 an et des poussières, on va dire. Donc, c'est assez récent. J'ai accepté justement de prendre cette responsabilité parce que ça m'est une. Parce que je suis, comme tu dis, une femme engagée auprès des femmes. Et surtout très engagée par rapport à la Méditerranée, parce que pour moi, la Méditerranée, c'est mon pays. Voilà. Donc, le festival qui va démarrer demain, avec une table ronde, il y aura aussi une 40aine de films qui vont être projetés uniquement de réalisatrices, alors venues des 2 rives, mais également Portugal, Espagne, parce qu'on est à Film Femmes Méditerranée, on est très inclusive. Il y a aussi une réalisatrice iranienne parce qu'on est aussi convaincu qu'il faut aider
ces femmes aussi qui se battent, comme on le sait, pour leur liberté de vivre, mais de création aussi, qui sera une des invitées de Film Femmes Méditerranée. Et puis, tout au long de l'année aussi, nous déployons des ateliers au Baumettes, dans les centres sociaux, auprès des collégiens. Enfin voilà, il n'y a pas que le festival, il y a aussi toute cette activité qui nous permet aussi d'avoir ce regard inclusif aussi sur beaucoup de publics différents. Alors, c'est quelque chose qui est à souligner parce qu'en fait, on a beaucoup d'acteurs qui sont connus pour les événements qu'ils créent, mais on met assez peu en valeur le travail qui est fait tout au long de l'année, le travail de fond, qui est le véritable engagement, sans lequel, même si le festival est quelque chose d'incroyablement complexe à construire et participe au soutien des actrices, des réalisatrices, de tout l'écosystème méditerranéen du cinéma qui forcément est un peu inégal dans son organisation, dans les moyens qui sont donnés aux réalisatrices sur les différents territoires. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce travail de fond justement qui est fait tout au long de l'année? Disons qu'on essaie de faire des ateliers d'écriture, pardon, pas d'écriture, des ateliers de réalisation, des ateliers de programmation aussi, où on invite, par exemple, pour donner un exemple, des femmes de centres sociaux à faire des sélections de courts-métrages elles-mêmes, à les choisir et à venir elles-mêmes les présenter au cours d'une séance dans un des cinémas de la ville, très souvent les variétés. Donc c'est aussi leur donner une place, comment dire, les insérer aussi dans la société comme tout le monde. C'est-à-dire, elles sont tout à fait, moi je l'ai vu l'an dernier, c'était le premier auquel j'assistais, elles sont tout à fait capables aussi de choisir des films, d'en parler. Voilà, c'est un petit peu l'idée. L'inclusion aussi auprès des détenus, c'est aussi important parce que ce sont des gens qui sont, comme on le sait, enfermés. Donc c'est aussi de leur apporter cette espèce d'oxygène extérieur, de la réflexion aussi sur le cinéma et surtout sur le cinéma des femmes. Parce que c'est vrai que parfois on a des échanges qui sont assez drôles, quoi, assez étonnants. Moi, on m'a dit, mais pourquoi uniquement les femmes? Voilà, faire des choses comme ça. Et je pense que petit à petit, ça, à mon avis, ça rentre aussi dans les esprits aussi, surtout pour les femmes réalisatrices, qu'elles sont là aussi, qu'elles ont des projets, qu'elles ont de l'intelligence, qu'elles ont de l'engagement. Voilà, c'est un peu tout ça. Après les collèges, c'est aussi on va dire de l'éducation en gros à l'image par rapport à ça. Et voilà, donc c'est un travail qui a lieu tout au long de l'année en fait. Et un message important disant, c'est pas qu'une histoire de professionnels, c'est notre histoire à tous et on a tous un regard à porter sur ce sujet-là. Tu as rejoint récemment le réseau de la Fondation Annalint. Qu'est-ce que tu souhaites y trouver? Ce que tu y amènes me semble assez évident par le pouvoir de l'art et de la culture sur ces questions-là, qui n'est pas accessoire. Mais qu'est-ce que tu viens chercher dans un réseau comme la Fondation Annalint? Déjà, ce que je disais, moi je suis vraiment une amoureuse de la Méditerranée, donc ça me paraît tellement évident. C'est vrai que j'ai déjà participé à une réunion l'an dernier, mais que c'est un peu nouveau pour moi aussi, ce réseau, je l'avoue. Ce que je viens y chercher aussi, c'est des rencontres, des échanges, d'échanges aussi entre pays, parce que, en fait, je me suis rendu compte en arrivant qu'on avait très peu de films venant de réalisatrices du Maghreb. Donc c'est aussi d'essayer, entre guillemets, de pénétrer un réseau comme ça, et puis nous, de les faire venir, c'est-à-dire un échange aussi, on va dire, gagnant-gagnant, comme disait l'autre, c'est-à-dire de les faire venir, d'avoir aussi ces femmes qui sont peu visibles et plus en difficulté que les autres réalisatrices de la Méditerranée, notamment l'Algérie, où je suis en train de bâtir aussi une relation avec Alger, voilà, la Tunisie, le Maroc. Et je pense que nous pouvons apporter aussi ce regard de femmes et de réalisatrices de femmes dans le réseau, parce que c'est vrai en fait, c'est un des seuls festivals, alors je ne dirais pas en Europe, mais en France,
qui est consacré aux femmes et à la Méditerranée. Et il me semble que ce réseau est tout à fait adéquat aussi pour évoluer, nous, et puis pour essayer d'apporter aussi ce qu'on peut apporter comme vision, comme engagement, voilà, tout au long de l'année aussi. Mais moi, je suis certain que le réseau est ravi de t'accueillir, de vous accueillir dans nos activités qui font sens, et que tu y trouveras sûrement de belles rencontres qui te permettront de justement rentrer en dialogue avec les territoires, parce qu'un des éléments qu'on va souligner et qu'on découvrira, c'est qu'il y a des choses qui se jouent à l'échelle régionale, des choses qui se jouent à l'échelle nationale, mais il y a aussi un enjeu important d'interconnecter les 40 réseaux de la Fondation Analint entre eux, et c'est aussi par ces mécanismes-là qu'on y arrivera. Est-ce qu'on a un extrait à montrer du festival, un teaser ou quelque chose comme ça? Le festival a gagné une superbe présidente parce que tu as très bien illustré ce qu'on vient de voir à l'image. Je te remercie de ta participation. Je souhaite un bon lancement à la nouvelle édition du festival qui démarre demain. Et puis j'invite tout le monde à aller voir les réalisatrices et les actrices qui font vivre ce festival. Merci beaucoup, Sam. Merci à toi. Merci pour cette deuxième présentation qui était au moins aussi passionnante que la première, et les suivantes seront de même, puisque cette fois-ci, j'invite Robert Bottegui à me rejoindre de l'Institut catholique de la Méditerranée. Et là aussi, quel engagement! Engagement qui, j'espère, va continuer encore longtemps. Robert, ça fait maintenant un moment qu'on se croise aussi. Hein. Nous, on s'est vraiment rencontrés par le réseau Analint. Effectivement, et heureux d'être là, Sam, et merci pour tout ce que vous faites. J'ai conscience des enjeux et puis des challenges qu'il faut affronter dans ce domaine. Ouais, mais quand c'est pour les raisons qui nous rassemblent, en fait, c'est tout de suite beaucoup plus léger. Et c'est vrai qu'on aimerait avoir beaucoup plus d'occasions pour échanger. Mais du coup, vu que tu es un acteur important et ancien du réseau Analint, que tu connais bien avant moi, par ailleurs, puisque moi, l'air de rien, je suis un presque nouveau venu dans l'aventure, j'ai quelques années maintenant. Est-ce que tu peux un peu nous rappeler quelle est ton activité et comment elle s'est inscrite dans le temps dans des réseaux comme celui d'Analint? Je prends mon souffle. Allez. Là, je suis aujourd'hui au titre d'administrateur de l'Institut catholique de Méditerranée et par ailleurs aussi collaborateur de la direction comme chargé de projet. L'Institut catholique de Méditerranée est un petit établissement d'enseignement supérieur privé relié à la faculté de l'Université catholique de Lyon qui, comme toute université, fait de l'enseignement et de la recherche. En ce qui me concerne, je suis engagé dans le pôle recherche. Et dans le pôle recherche, nous travaillons sur la mise en œuvre du dialogue, ou du moins des conditions du dialogue. Tu as parlé de dialogue interculturel et interreligieux, et dans notre cas, c'est tout ce qui relève des faits convictionnels, philosophiques et religieux sur ce sujet-là. Je citerai quelques exemples pratiques.
Je nourris aussi cet engagement par le fait que j'ai pratiqué et je continue à être chercheur dans une université depuis plusieurs dizaines d'années sur ce qu'on appelle la coopération territoriale. Que ce soit à l'échelle très locale de proximité ou à l'échelle plus large des 5 rives de la Méditerranée. Donc c'est au croisement à la fois de cette pratique de terrain et de la recherche que je me retrouve fort bien dans ce réseau de la Méditerranée et de la Fondation Annaline. Et je reprendrai l'image que j'ai utilisée précédemment. Tu es, au titre de ce réseau-là, aussi un des tisserands. Et aujourd'hui, ce que tu présentes, ce sont les fils de différentes couleurs, différentes saveurs, si on peut parler de saveur pour un fil, qui représente voilà, un peu la justificatif et aussi l'intérêt d'être parmi vous. Ce qui est très flatteur parce que j'adore l'artisanat, même si j'en ai pas toujours les qualités, en tout cas manuelles, mais en tout cas intellectuellement, je me rattache beaucoup à cette activité de tisserand, comme tu le précises. Du coup, vous avez une actualité, vous avez aussi un travail de fond, tu as un travail de fond, mais vous avez aussi des temps forts que vous essayez de construire. Qu'est-ce que tu peux partager avec nous? Bien sûr. Pour continuer l'image du tisserand, on vit, comme tu l'as dit, et tu es habillé en vert. Pour nous, c'est important. Pour nous, c'est l'espérance. Parce qu'on est dans une période où ce tissu millénaire de la Méditerranée a toujours subi des déchirements, des fractures. Et tu le disais en introduction, on est encore dans une période de fracture. Et que tôt ou tard, le dialogue redevient indispensable et surtout en créer les conditions. Le dialogue, ce n'est pas l'uniformité. C'est, comme on l'a dit plusieurs fois, le respect de l'altérité, de la différence. Mais les différences, il faut les connaître et les apprendre au-delà des stéréotypes, des enfermements culturels que l'on a là-dessus. Donc, en ce qui nous concerne à l'Institut, quelques exemples pour montrer ce que l'on fait du point de vue très pratique. Alors, l'Institut a une 30aine d'années. Il a été fondé par le cardinal actuel de Marseille. Il y a eu des parcours mosaïques, il y a déjà une 15aine d'années de rencontres de jeunes, mais c'est un peu comme nous tous ici. Aller porter la parole, rencontrer, donner la parole citoyenne, très diverses, c'est ça qui est intéressant. On a depuis une dizaine d'années un projet Maison de la Sagesse. J'en dirai 2 mots, c'est aussi le dialogue avec les territoires. Et les territoires, dans notre organisation, ce sont les institutions publiques, titres qui vont de l'Union européenne. Ça va aller, c'est pour la retransmission dans la salle, mais... Et qui regroupe donc des acteurs sur différentes rives de la Méditerranée, dont nos domaines, des centres de recherche ou des centres interculturels qui sont intéressés sur cette problématique. Il y a aussi, pour parler plus de l'actualité toute récente, les rencontres de la Méditerranée de l'année dernière, ici à Marseille, dont celle qui a eu lieu le 23 septembre avec la venue de la représentante de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne, du président de la République, des élus, de tous les élus locaux et du pape, événement unique dans l'histoire et qui montre bien que pour gérer les enjeux communs des rives de la Méditerranée, il faut créer toujours, pareil, les conditions de la rencontre et du dialogue. Et enfin, pour illustrer un dernier exemple, mais qui est très universitaire, nous sommes un centre de recherche complémentaire aux autres actions. On a par exemple la 13e édition de la Masterclass qui aura lieu fin janvier ici à Marseille, toujours en collaboration avec la région, mais avec d'autres territoires comme la Généralité de Catalogne ou la région Toscane, qui réunit à peu près 200 étudiants en Master 2 qui travaillent sur ces sujets-là, dont le thème cette année est coopération en Méditerranée. On insiste beaucoup, et c'est le plus difficile, avant que je te redonne la parole, dans cette période de grande mutation, d'incertitude, de grands brouillards, il faut apporter des petites lumières sur nos parcours, surtout dans une période où les faits objectifs sont remis en cause, dans une période où les paroles, même la parole de la production universitaire est remise en cause.
il est important que l'on arrive à faire dialoguer les chercheurs avec le territoire. On est complémentaires, c'est pas l'un ou l'autre, ce sont des éléments qui permettent de s'enrichir les uns les autres. Et ce dialogue entre la recherche et l'accent et les territoires, on le voit ici, est un dialogue à construire compte tenu de l'incertitude du monde dans lequel nous sommes et que nous affrontons, comme le verre que tu portes, avec de l'espérance. Voilà, c'est ça le sens de notre démarche. Je vais récupérer le tien, on va se passer le micro. Hein, ça va marcher comme ça, voilà. Très bien. Puisque le vert au théâtre n'est pas une couleur qui est très adorée, mais je pense que mon espoir pour la Méditerranée dépasse mes superstitions d'ancien acteur. Un élément que j'aimerais évoquer brièvement avec toi aussi, même si on est court en temps, c'est dans les différents déplacements que j'ai pu faire, je suis toujours un peu surpris d'une petite musique, d'une petite chanson que j'entends en disant le moment n'est pas au dialogue. Est-ce qu'il y a un moment où nous, acteurs de la société civile ou universitaires, etc., on doit se taire? En fait, je trouve ça assez bizarre comme petite ritournelle en fait, le temps n'est pas au dialogue. C'est une vaste question. On peut la dire différemment. Est-ce qu'on est toujours au temps de la construction des ponts ou de la restauration des murs? À travers cette question que tu poses, c'est le rapport entre l'individu et le collectif. Alors, je suis un universitaire, Gonzalvo disait, le grand enjeu contemporain, c'est comment articuler les parcours individuels et les enjeux collectifs. Et à un moment donné, dans une culture, comme disent les sociologues, d'hyper-individualisme contemporain, on a de toute façon, à titre personnel, la nécessité d'appréhender des enjeux collectifs. On les connaît, c'est le quotidien, à la mode, les changements climatiques, les flux d'idées, la question fondamentale de la souveraineté numérique, qui fait que dès qu'on doit affronter un problème plus large que son propre intérêt, on est obligé de rentrer en dialogue avec l'autre, à hauteur de regard, quel que soit l'objet que l'on traite, aussi bien local. Il faut gérer un plan de circulation. Chacun a besoin de son propre itinéraire qui l'arrange. Je vais trop vite, donc je mets un ralentisseur. J'habite à l'autre bout de la rue, le ralentisseur m'ennuie, donc il faut bien que je dialogue là. Mais cette tension-là, elle est inhérente au moment que nous vivons. Donc pour moi, le dialogue, c'est le reniement non pas de mes convictions, je suis tel que je suis. C'est une nécessité humaine pour vivre. Je peux m'enfermer. Je poserai la question en sens inverse. Qu'est-ce que ça me rapporte de ne pas dialoguer? C'est bien, j'aime bien ce retournement de phrase. Je m'en servirai la prochaine fois qu'on me racontera que ce n'est pas le moment au dialogue. Ta parole illustre aussi quelque chose d'important pour le réseau, et j'aimerais le rappeler et terminer sur ça, le fait que on a à la fois besoin du dialogue interculturel, mais on a aussi besoin du dialogue interreligieux, et les deux sont évidemment connectés, mais dans un réseau qui prône la parole de la société civile, encore une fois, on n'oppose pas la complémentarité du rôle des acteurs associatifs, médiatiques, quel que soit leur type d'activité, au dialogue avec les acteurs universitaires, dont l'approche et la recherche et la mise en perspective est aussi importante, au même titre que le dialogue avec les acteurs institutionnels reste aussi une clé importante. Et c'est le témoignage que tu nous apportes raconte aussi ça, de la diversité des acteurs qu'on retrouve dans notre réseau. Et je t'en remercie. Grand merci Sam, et bravo pour ce que vous faites. Merci à toi. Alors on va continuer notre rencontre des membres qui, j'espère, vous permet de voir un petit peu la diversité des acteurs qu'on reçoit, avec aussi une actrice importante et aussi très engagée depuis longtemps, Marseille, mais bien au-delà évidemment,
personne que j'ai rencontrée dans mes différentes aventures associatives aussi. J'accueille Samia Chabani de l'association Ancrage. Tiens, je te rends celui-là. Prends place, prends le micro. Bonjour. Bonjour Samia. C'est impressionnant parce que d'habitude on a d'autres types de tête-à-tête et ce format canapé tous les deux est presque impressionnant. C'est comme si on discutait différemment ensemble. Et pourtant on se connaît depuis maintenant pas mal d'années au regard de nos engagements associatifs respectifs. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton engagement en tant que personne et des aventures que tu portes depuis de nombreuses années avant qu'on parle de ton actualité? D'abord, merci beaucoup pour l'accueil. Je suis ravie d'être avec vous, d'autant qu'on est à Ancrage, un ancien partenaire de la Fondation Analyte. Ce réseau a été créé en 2010, il faut le rappeler. Et nous, on est arrivés à la Fondation à la faveur d'une cause, qui est la cause féministe, puisque c'était à l'époque le Forum Femmes Méditerranée qui était chef de file de la Fondation, et que la question des femmes en Méditerranée nous semble une priorité, non seulement pour rappeler les difficultés que connaissent les femmes et que rencontrent les femmes encore dans la rive sud, mais aussi défendre côté nord, côté rive nord, les acquis, les conquis qui ont été celles de la cause des femmes. Et on est très heureux d'être là et de poursuivre l'aventure avec les têtes de l'art. Des aventures qui sont faites de beaucoup de combats, d'incertitudes, etc. Et tu mènes la barque d'Ancrage, l'association que tu as fondée, et qui a une place très singulière dans le paysage parce qu'elle a exploré beaucoup d'aspects qui racontent aussi la Méditerranée. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le projet d'Ancrage? Oui, absolument, et avec joie. Ancrage, c'est au pluriel d'abord, les ancrages. Ancrage, c'est une aventure qui vise à valoriser l'histoire des migrations à Marseille, à partir de Marseille. Et ça a été longtemps, pendant 25 ans, un centre de ressources qui visait à la fois à valoriser ces histoires et ces récits de l'immigration à Marseille, mais également un centre de formation et un centre qui a développé de façon très, très intuitive et innovante un certain nombre d'actions, des balades patrimoniales, des ateliers, tous avec le même objectif, celui de développer une meilleure connaissance du phénomène migratoire, qui est souvent perçu en France comme un phénomène temporaire ou qui relève du libre arbitre des individus, alors qu'on sait bien combien la France est un pays d'immigration plus que centenaire, et qu'aujourd'hui, peut-être, on rencontre encore des difficultés dans l'inclusion narrative d'un certain nombre de personnes et de groupes sociaux. Et pour nous, c'est très important de continuer à documenter le territoire de cette histoire du peuplement, parce que malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un lieu dédié à ces histoires et à ces narratifs à Marseille. Et nous continuons le combat pour que ce lieu existe, qui ne sera pas forcément un musée, mais plutôt une forme de centre d'interprétation qui permet à chacun de retrouver son histoire dans le narratif de la ville. C'est aussi un des points qui nous rallie, cette pugnacité autour de projets qu'on porte depuis même pas des années, des dizaines d'années en fait dans notre histoire et qui nous dépasse nous-mêmes puisque du coup on passera le relais, mais en tout cas on apporte notre contribution sur ce volet-là, quels que soient les acteurs en place, les décisionnaires, parce que du coup c'est notre fil conducteur. Absolument, je crois qu'au comptoir de la Victorine, vous êtes bien placé pour connaître le sujet et l'enjeu autour des lieux, de ces lieux à Marseille. Tu souhaites mettre en éclairage un engagement autour de Diasporique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, donc en fait, tu l'évoquais tout à l'heure, hein, la vie associative est en difficulté côté sud, mais aussi côté nord, puisque sur la rive nord, les outils, les moyens de financement des associations se font de plus en plus pauvres. Et on a souhaité continuer de développer ce narratif autour de Marseille et de la Méditerranée en continuant de documenter le territoire, mais à partir d'une rubrique qui s'appelle Diasporique, une rubrique qui est hébergée par le journal La Marseillaise et qui est donc un nouveau partenariat très important pour nous.
Et qui donc nous amène à développer un média, puisque Diasporique va devenir un média en tant que tel, qui proposera des articles, mais aussi des podcasts, des teasers, différents contenus pure player. Et l'idée, c'est de continuer aussi à ce dialogue avec nos partenaires méditerranéens, qui sont nombreux, en s'appuyant à la fois sur les récits des habitants et de la société civile, parce que vous savez combien la société civile et cette voix portée par la société civile est importante pour nos démocraties. Donc ce média est abrité par Zébuline la Marseillaise, qui est l'agenda culturel de la Marseillaise, et qui nous offre à la fois l'occasion de valoriser les initiatives. Vous évoquiez Film Femmes Méditerranée, c'est un très bel exemple, mais aussi le week-end dernier, les rencontres d'Averroès, qui, comme vous le savez, reviennent largement sur ces enjeux écologiques, démocratiques, féministes aussi, de la Méditerranée. Donc pour nous, c'est un média qui aura l'occasion et l'opportunité de valoriser l'histoire des migrations, mais aussi l'actualité des quartiers, des groupes sociaux et des minorités qui ont moins voix au chapitre que les autres. Et ça donne particulièrement envie. Du coup, quelle forme ça prend et comment on arrive à suivre la rubrique diasporique ? Alors on peut évidemment s'abonner à la Marseillaise et à Zébuline pour obtenir la version papier, et je vous encourage à le faire parce que dans les enjeux démocratiques, les grands enjeux démocratiques de notre temps, la question de la liberté de la presse et du pluralisme de la presse est vraiment un enjeu important en Méditerranée. Donc je vous invite à le faire. Mais on peut retrouver également la rubrique au bout d'une semaine en ligne sur donc le journal Zébuline et bientôt sur le nouveau site internet d'Ancrage. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis content de cette perspective et effectivement, c'est important de souligner qu'il faut un petit peu combattre les paradoxes qu'on peut avoir des fois en disant on est en train de perdre de la pluralité dans les médias, etc. Et en même temps, entre guillemets, laisser crever les titres et les médias qui font cette diversité-là. Donc en fait, ça se traduit aussi par des actes concrets, par des abonnements, par des soutiens, et c'est important de le faire aussi pour la pluralité de la presse locale. C'est ça. Donc tu connaissais depuis le démarrage la Fondation Annalint, tu te reconnectes aujourd'hui à nous. Qu'est-ce que tu attends des synergies qui peuvent se créer au sein de ce réseau que tu connais bien ? D'abord, une connexion avec la société civile méditerranéenne. Je pense que le biais classique des acteurs en Méditerranée, c'est de toujours s'adresser aux mêmes. Mais c'est vrai aussi en France. L'enjeu, c'est de suivre un peu le renouvellement des initiatives associatives qui peuvent émerger de part et d'autre et de les encourager parce que comme le disait l'intervenant avant moi, je crois beaucoup au dialogue, je crois beaucoup aux rencontres et je pense que c'est très important de continuer de soutenir la vie associative, l'engagement des jeunes en particulier, que je trouve particulièrement fort, qui sont beaucoup plus alertes que nous sur l'usage des réseaux sociaux et du numérique en général, et qui savent en faire une arme démocratique importante. Donc moi, je pense que c'est très important de continuer ce travail de mise en réseau. Et puis, bien sûr, sans s'interdire d'affronter les questions qui sont celles de notre époque. On est dans un conflit larvé au Proche-Orient depuis des décennies. Cette situation de génocide en cours est insupportable. Il faut absolument qu'on arrive à aboutir à un cessez-le-feu parce que c'est une situation incroyable. Et que la culture de paix fait partie de nos objectifs à tous, je pense à la Fondation Annalint, que finalement le dialogue ne soit pas rompu. Et puis je voudrais dire peut-être une dernière chose qui me semble importante, puisqu'elle a été évoquée précédemment, le lien à la recherche, le lien au savoir, démocratiser les savoirs me semble aussi un élément fondamental de cette rubrique que j'anime. L'enjeu étant de faire connaître ces savoirs, de les partager et de faire en sorte que la société civile se les approprie au maximum. Parce que finalement, je crois que vraiment, c'est le recours à la société civile, que ce soit sur les questions écologiques, les questions de dialogue interreligieux, sur les questions de genre également, vraiment sur lesquelles il faut compter. Merci pour ton engagement
de longue date et qui ne cessera pas demain, apparemment, ça semble clair dans ta parole et dans ta pensée. Ça nous permet de rappeler que, quelle que soit la qualité et l'engagement des projets, la notion de travail collectif, de croisement, etc., est plus que quelque chose de souhaitable, c'est une nécessité aujourd'hui. Absolument. Merci. Merci beaucoup, Sam. À bientôt. On va faire la passerelle justement entre les générations, puisque tu faisais référence à la jeunesse, mais avant ça, on va recevoir une des actrices engagées et qui a de longue date, et je lui rends hommage pour ça, porté le réseau Annaline France pour être ce qu'il est aujourd'hui et l'accompagnement qu'on assure en prenant son relais. Donc j'accueille Esther maintenant on a déjà parlé de ton organisation puisqu'elle est connue comme le Loup Blanc à Marseille. Je t'invite à prendre le micro et je suis super content de t'accueillir parce que en fait, moi j'ai découvert Annaline par ton biais, tout simplement. Je ne connaissais pas avant et c'est toi qui m'as fait découvrir ce réseau, cette initiative qui m'a tout de suite séduit et passionné. Et tu es l'actrice qui a porté ce réseau-là en France depuis le départ. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur quelle personne tu es et qu'est-ce qui t'a amené à faire en sorte que Forum Femmes Méditerranée s'engage sur ce réseau aussi au-delà de sa propre activité? Oui, donc je suis la présidente du Forum Femmes Méditerranée qui a été créé en novembre 1992 à Marseille. Mais on vient d'une rencontre internationale et lors de cette rencontre, en novembre justement, je représentais la France. Et j'étais très fière parce que je ne suis pas née en France, je suis née en Israël, je suis de confession israélite et le dialogue a beaucoup d'importance pour moi, je reviendrai là-dessus. Alors j'étais fière, je représente la France, je rencontre des centaines de femmes réunies pour le dialogue, pour les droits des femmes. Et elles disent, la culture est un outil essentiel pour dialoguer. De retour à Marseille, je travaillais au cabinet du maire. J'étais chargée des communautés, de la solidarité, de la jeunesse, de toute la précarité de Marseille. J'avais créé Marseille Espérance avec Robert Vigouroux, mais il n'y avait que des hommes. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, il faut que les femmes agissent, apparaissent dans l'espace public. Donc je lance l'idée, parce que j'ai une maîtrise de littérature, en particulier donc avec Anne Roche et Raymond Jean, à Aix-en-Provence. Je dis, on va créer le concours de nouvelles. Donc on a un concours de nouvelles international, lancé avant même la création de la structure et avant même la signature des accords de paix à Oslo en 1993. Et c'était d'ailleurs les 4 lauréates de ce premier concours, Diana Chouli de Tirana, une Israélienne, une Algérienne et une Espagnole. C'était les 4 lauréates. Je parle de l'Algérie parce que le Forum a eu, depuis 31 ans, des accords privilégiés, un soutien total avec les femmes algériennes. Quand le Front islamique de Salut, les islamistes ont voulu prendre le pouvoir, les femmes ont été en danger, les femmes ont été assassinées. Les femmes, beaucoup ont quitté leur pays et sont venues à Marseille et on les a accueillies. On leur a permis d'avoir de quoi vivre, de trouver des logements, Et c'était très important cette solidarité concrète. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que pour nous, comme le dit le poète René Char, la Méditerranée, en fait, notre action, c'est penser globalement, agir localement. Et donc, notre forum, on était au niveau international, la solidarité avec l'Algérie, la solidarité avec les femmes, mais on était localement dans le territoire des quartiers nord. Le forum est né dans le quartier nord, parce que j'habitais les quartiers nord, je vivais avec mes enfants, mon mari dans les quartiers nord, et donc le territoire, c'était important pour nous. On a créé les journées du respect, à l'époque où personne ne parlait tellement du respect. On a créé le temps des femmes. Ça veut dire quoi le temps des femmes? Ça veut dire la créativité des femmes, la visibilité, la reconnaissance des difficultés qu'elles vivent, des discriminations, des violences, mais aussi et surtout de leur capacité de résistance. Alors local, international, et une conviction profonde, c'est que les femmes vivent une communauté de destin en Méditerranée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Europe, on a une égalité juridique quasi totale. Mais les conditions de vie ne sont pas à la hauteur de cette égalité, sauf dans le nord de l'Europe, pratiquement. Mais en Méditerranée, Liban, Algérie, Tunisie, Maroc, il n'y a pas d'égalité juridique. Mais la force des femmes est plus importante dans la société. Le rôle qu'elles jouent est reconnu, pas seulement en tant que mère,
mais en tant qu'actrice du changement. Alors c'est ça pour moi. Merci de ce partage, parce que du coup, on voit la profondeur et la multiplicité des engagements que vous avez portés et que vous continuez encore à porter aujourd'hui. Je l'ai rappelé tout à l'heure, et c'est un remerciement sincère aussi, parce que maintenant, en éprouvant la fonction de co-chef de file avec Alda, on voit l'engagement que c'est de porter et d'accompagner ce réseau-là. Donc on comprend encore mieux ce que vous avez traversé en le portant pendant plus combien d'années ? 10 ans. 10 ans. Et donc du coup, c'est quoi aujourd'hui le sens de la continuité de ton engagement, et quelle est la thématique, puisque encore une fois, les sujets que vous avez abordés sont tellement multiples sous différents angles. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en éclairage aujourd'hui sur les enjeux que vous portez ? Alors tout d'abord, la Méditerranée, c'est des femmes, c'est des hommes, des jeunes, mais c'est aussi des villes. Et quand je pense au Forum Femmes Méditerranée, je me souviens des différents endroits où on a agi. On parlait tout à l'heure entre nous d'Oran. À Oran, le Forum a lancé l'idée qu'il fallait créer des lieux et des centres d'accueil des femmes victimes de violences. Oran est la 2e ville d'Algérie. Il n'y a rien pour accueillir les femmes. La violence, il y a une loi qui a été votée récemment, enfin il y a moins d'une dizaine d'années, pour soutenir les femmes victimes de violences. Mais pour les soutenir, il faut les accueillir. Et les accueillir, ça veut dire un lieu. Et donc on a fait à la fois cette rencontre, mais on nous a dit qu'il ne fallait pas créer le centre à Oran, il fallait le créer à Goulmine, dans des endroits un peu plus... Alors nous, on dit non, c'est la 2e ville. Mais on n'a pas convaincu les autorités, et on ne peut pas, nous, remplacer les pouvoirs publics. On peut attirer l'attention des décideurs, de l'Europe, des femmes, mais pas faire à leur place. Et à Oran, on a mis en place une formation des cadres associatifs pour l'autonomisation économique des femmes. Parce que nous, on pense que les femmes, elles doivent être indépendantes économiquement. Il faut qu'elles aient leur propre revenu. Donc, 3 thèmes: l'hébergement, l'artisanat, qui était si cher, et la production de produits de beauté. Tu sais que les femmes en Méditerranée, elles sont toutes belles, c'est vrai. Elles ont aussi beaucoup de capacité à utiliser l'environnement, les plantes, pour faire des choses très belles, l'huile d'argan, voilà. Alors on a fait ça à Oran, on a fait ça à Blida, on a fait le festival de la rose, parce que Blida c'est aussi très, très fort pour tout ce qui est artisanat. Alors je te dis que c'est les villes. On a parlé d'Oran. Alger, c'était en pleine décennie noire. On a été à Alger avec 20 associations de femmes. C'était la pleine la guerre. Et on a rencontré le directeur de Oumar Belouchet, il s'appelle le directeur du journal Le Matin. Et on râlait parce qu'on n'a pas pu aller justement à Blida rencontrer les femmes victimes de violences. Il nous a dit, l'ambassade de France vous interdit d'aller à Blida. Et en fait, ils avaient raison, parce que dans le journal, le lendemain, il y avait 8 cercueils. Et nous, on a été protégés de ça. Comme on a marché avec les femmes palestiniennes, jordaniennes et israéliennes le long de la vallée du Jourdain pour la paix en Méditerranée. On participe à un réseau de femmes pour la paix, et c'était très important pour nous. Donc à Haïfa, on s'est réunis avec les femmes de Palestine, Israël, Jordanie pour les conditions de la paix. On s'est réunis dans beaucoup d'endroits. Je ne peux pas vous prendre toutes les villes parce que ça prendrait trop de temps, mais c'est ça aussi. À Beyrouth, on a fait des formations. Alors c'est vrai que mon cœur saigne quand je vois ce qui se passe à Beyrouth. J'espère que l'accord de cessez-le-feu sera effectif et que ça va pouvoir redémarrer. Mais mon cœur saigne aussi quand je sais que des femmes qui fêtaient lors d'un festival, elles ont été kidnappées. Il y en a encore il y a 120 otages. Donc je me dis, il faut libérer les otages. Il ne peut pas y avoir un dialogue si les gens de la société civile sont retenus. Je pense à ceux aussi à Gaza qui ont souffert des conséquences de l'attaque du Hamas le 7 octobre. Ces femmes à Gaza, ces femmes, elles souffrent aussi, les enfants souffrent. Il y a eu trop de morts. Et ça, c'est insupportable. Samia nous parlait des ancrages. Elle a dit les ancrages. Nous, on dit les exils. C'est pareil. Les femmes partent pour des raisons politiques, pour des raisons économiques. Elles partent jamais de gaieté de cœur, jamais. Et quand elles parlent, nous, depuis le début, donc depuis 1992, notre création, on permet aux femmes de s'exprimer à travers le concours de nouvelles, à travers les ateliers d'écriture que je fais dans les différents quartiers, pour qu'elles racontent leur exil.
qu'elles racontent ce qu'elles ont vécu. Alors, je vais vous raconter un truc sympathique, ne vous moquez pas. J'anime un atelier d'écriture il y a très longtemps, plus de 20 ans, au Centre social Velten. Et je ne savais pas comment j'allais pouvoir, parce que c'était presque des grands-mères qui étaient là depuis plusieurs décennies. J'ai dit, mais de quoi je vais leur parler, de quoi je vais leur faire écrire? L'exil, c'est loin pour elles. Et j'ai pensé aux belles-mères. Les belles-mères en Méditerranée, c'est tout un projet, c'est un poème. Alors, on commence à parler des belles-mères, elles ne voulaient plus s'arrêter de parler. Et il y en a une qui me dit, nous, on a tellement été exploités qu'on veut maintenant que nos belles-filles, elles souffrent aussi, elles doivent souffrir. Alors, pour choisir la femme de leur fils, elles leur pinçaient les cuisses. Et celles qui criaient, c'est qu'il ne fallait pas les prendre parce qu'elles n'étaient pas soumises. Je vous raconte cette anecdote parce que c'est les contraintes des femmes. On veut être libre, on veut se battre, on veut exister, mais il faut qu'on soit indépendante. Et dans ce système de femmes soumises, de femmes qui obéissent, de femmes qui restent à la maison, nous, on se révolte contre ça. Et moi, à titre personnel, je me suis révoltée. Parce qu'on ne croit pas que c'est uniquement avec la religion musulmane que les femmes. La religion chrétienne, musulmane et juive, en fait, pareil pour les femmes. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas égalité de droit, il n'y a pas égalité dans les textes. Alors, on a créé les filles d'Abraham en dialogue à peu près en même temps que Marseille Espérance, il y a plus de 20 ans, pour qu'en fait, on condamne ensemble. Et donc, on a fait le dialogue interreligieux déjà bien avant qu'on en parle, et du point de vue des femmes. Donc voilà, notre engagement, c'est les villes, c'est des thèmes, la lutte contre les discriminations, l'autonomisation économique des femmes, la parité, la lutte contre les violences, mais c'est aussi inscrit dans des territoires. Chaque fois qu'il y a des villes, on est là. Chaque fois qu'il y a des communautés, des actions pour la paix notamment, on est là. On manifeste pour la libération des otages, on manifeste contre les guerres. Notre présidente de la Fédération internationale des femmes pour la paix, Viviane, a été assassinée dans le kibbutz et on souffre, elle nous manque. On espère qu'un jour, on va pouvoir reconstruire ce dialogue entre les femmes palestiniennes et israéliennes et méditerranéennes. Merci beaucoup Esther, je suis toujours admiratif à la fois de comment tu arrives à avoir autant d'histoires, d'expériences qui tiennent encore dans ton cerveau. Moi j'ai l'impression, en ayant eu un engagement associatif clairement moindre que le tien, même s'il est important, j'ai l'impression que ça déborde dans tous les sens et que j'arrive pas à me souvenir de toutes ces expériences, et toi tu arrives à retisser ce fil-là dans l'image qu'on reprenait tout à l'heure, qui est en fait sans fin, et tu arrives à connecter toutes les histoires les unes aux autres et à en construire encore de nouvelles, et j'espère encore très longtemps. Je sais que on a un petit peu malmené votre travail puisque vous avez fait beaucoup de travaux sur la question de l'exil, et il y a beaucoup de traces qui sont disponibles, des textes que tu as avec toi, des citations que vous avez affichées, et du coup j'aimerais parler de ton travail malgré tout ce que vous avez fait au présent et au futur, puisqu'il est certain que le Forum Femmes Méditerranée, malgré tout ce qu'il a apporté, continue aujourd'hui à apporter et continuera encore demain à le faire. Donc merci pour ton engagement, mais surtout merci pour ta présence et l'action que vous avez avec vos nombreuses bénévoles. Oui, je voulais simplement, en quelques mots, vous parler de Voix de Femmes. Voix de Femmes, c'est un projet financé par la Fondation Annalyn, c'est pour ça que je voulais faire le lien, qui a eu lieu en Espagne, en Algérie, en Tunisie, au Maroc et en France, bien évidemment. À la fois, on a voulu faire changer de mentalité, parce qu'il y a trop de préjugés sexistes, et on a créé un kit contre le sexisme. Et avec ce kit, c'est des outils, des exercices en arabe, dans toutes les langues, hein, mais l'arabe et l'espagnol, le catalan, c'était important, le français. Donc les jeunes dans les lycées, ils ont pu commencer à réfléchir à qu'est-ce que c'est, pourquoi on considère que les filles, elles ne sont pas aussi fortes que les garçons, qu'elles ne sont pas aussi intelligentes. Et puis, on a créé le festival Voix de Femmes. Et ce soir, nous aurons Christina Rosmini qui va, donc dans ce concert proposé par Couleur d'Orange et Forum Femmes Méditerranée, qui va montrer la voix de toutes les femmes en Méditerranée. Comme le disait Marcel de Film Femmes Méditerranée, la créativité des femmes, c'est l'écriture. Nous, c'est l'écriture. Je vais finir par vous lire un très beau poème, si vous me permettez. Et puis, c'est aussi le cinéma, c'est l'artisanat, c'est toute cette créativité qui est importante. Alors, Voix de Femmes, bon, donc c'était financé par la FAL. Le concert de ce soir est encore financé par la Fondation Annalyn. Et l'année dernière, nous devions le faire parce que nous avions remporté le projet. Mais le 28 novembre, dans la journée de la Méditerranée, c'était trop la guerre, c'était vraiment les bombes. On l'a reporté au 9 mars. Et le 9 mars, une danseuse israélienne
une chanteuse libanaise, une chanteuse marocaine, une musicienne algérienne et Christina qui représente la Méditerranée elle toute seule. On a vraiment montré qu'il était possible de dialoguer par la musique et par la culture en Méditerranée. Donc Voix de femme, ce sera aussi ce soir, c'est l'actualité parce que tu disais qu'il fallait aussi parler d'actualité. Et Christina va nous accompagner, et pas que ce soir, elle nous accompagne tout au long de la journée. Et moi, ce que j'ai bien compris assez rapidement dans ma rencontre avec toi, c'est que tu n'attendais pas d'autorisation pour parler, donc je vais te laisser la place pour ton poème, même si on a largement dépassé le temps. Désolée d'avance. Non, vas-y avec ton poème, parce que de toute façon, c'est comme ça que tu fonctionnes et c'est aussi comme ça qu'on t'aime. Merci. Alors nos activités littéraires du forum, elles sont inscrites dans la dimension qu'a donnée un écrivain algérien qui a été assassiné par les islamistes, c'est Tahar Djaoud. L'écriture est un jeu de construction. On peut construire des refuges, on peut construire des histoires, on peut construire des migrations. Donc c'est dans cette dernière construction que le forum a créé ses initiatives littéraires, celle des échanges et des arrachements. Le texte de Claude Bert sur la thématique de la mer rappelle l'exil et la diversité des langues en Méditerranée. Je dis mer, la mer dit bar, elle dit aussi sama, ciel, père, mer et tang, entre deux bleus, entre deux langues, ici où la rime se nomme océan. Père, cette mer étrangère, avec son sourcil de vague, tâtant la terre de son œil, scrutant l'entier de la terre de cet œil qui avance, puis rétracte sa pupille, se retire dans son cœur de mer, et bat, mer, bar, mer, puis revient à grands tourlets de lèvres blanches, se plisse, enfle, roule, enroule, à terre entre ses dents d'écume successifs. Bar, elle se nomme Bar, et moi, je ne suis plus moi, mais Anna, sous ce ciel, où la nuit tombe comme une main qui se retourne. Et ma mère se retourne avec lui. Et elle dit, mère, sama, ciel, main double à deux mères et à deux mains. Je te donne mère, tu me donnes Bar. Donne-moi un mot, cela sûrement qui se donne sans se perdre. Et nous aurons chacun deux mots en main, deux mains en mots. La mer comme une main, et les mains aussi libres et larges que la mer. Bar, mère, Yed, mère. Claude Bert. Merci beaucoup Esther. Je joins mes deux doigts pour applaudir ce poème, puisque tu sais qu'avec mon parcours de comédien au conservatoire, les poèmes ont bercé toute ma vie de jeune adulte. Merci Esther, continuons comme ça, et je vais cette fois-ci, tout à l'heure on donnera d'ailleurs la parole à une oranaise. Donc du coup évidemment tout va être lié dans nos histoires et notamment une nouvelle génération, mais avant ça on va rester dans le champ de l'art et de la culture avec un festival qui compte aussi beaucoup sur notre territoire, et j'accueille Martine pour nous en parler. Évidemment je souhaiterais parler cette fois-ci du festival Nuit Métisse, même si peut-être Martine, bonjour. Bonjour. Un des points communs avec le festival Film Femmes Méditerranée dont on a parlé tout à l'heure, c'est que vous ne vous contentez pas, loin de là, d'animer un temps fort, un festival dont tu vas nous parler tout de suite, mais c'est aussi très lié au territoire, à l'action culturelle, etc., que tu portes particulièrement. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ce festival qui est maintenant installé depuis longtemps sur notre territoire? Bien, merci. Donc, je suis Martine Mounier-Chouali et je suis en charge des actions culturelles à Nuit Métisse. Et effectivement, comme tu l'as justement rappelé, ce n'est pas uniquement un festival. Donc, pour présenter l'association Nuit Métisse, elle existe depuis 30 ans. Elle est donc active dans le département des Bouches-du-Rhône. Et elle a démarré ses activités à La Ciotat, a poursuivi aussi à Marseille, et elle est installée maintenant depuis plus de 15 ans à Miramas. Et donc dès le départ, l'association a vraiment travaillé sur le dialogue entre les cultures et a développé des projets de coopération internationale, vraiment mettant la musique comme étant vraiment au cœur de ses activités. Et depuis qu'elle s'est installée à Miramas, elle a
vraiment développer un projet qui est tourné vers la ville de Miramas. C'est-à-dire que pour expliquer ce qu'est Miramas, c'est une ville de 25 000 habitants et il y a plus du tiers de la population qui est en quartier dit prioritaire, donc quartier très, très populaire. Et donc le festival est gratuit. Et donc une des fonctions principales du festival, c'est de créer un projet de cohésion territoriale et sociale. C'est vraiment de mélanger toutes les populations. Et le festival permet de faire venir à Miramas des groupes de renommée internationale et de rendre accessible la culture à tous les habitants. Et vous portez cette activité sur Miramas depuis combien d'années maintenant ? Depuis 15 ans. Parce que moi, évidemment, on a créé, je ne sais pas ce qui s'est passé il y a 30 ans, mais je vois qu'il y a plein de structures dans nos membres qui se sont créées il y a une trentaine d'années. Et effectivement, j'avais été surpris, puisque je connaissais le festival quand il était aussi installé sur Marseille, de ce déménagement. Et en fait, on comprend très bien que l'activité d'acteur de l'art et de la culture, etc., ne peut s'épanouir que s'il y a une compréhension et un soutien aussi avec les acteurs institutionnels locaux, etc. Et au départ, je ne comprenais pas ce déménagement, mais en fait, tu racontes très bien ce qu'a permis l'installation à Miramas pour inscrire un travail de fond et faire en sorte que ce festival, qui fait sonner derrière le mot festival une dimension événementielle, et en fait beaucoup plus que ça. J'aurais presque tendance à dire qu'au final, la partie émergée de l'iceberg, le temps fort qu'est Numétis, n'est qu'une partie de vos activités. Tout à fait. Et effectivement, donc le festival, c'est on va dire un outil très, très puissant qui amène la culture sur une scène. Mais ce qui intéresse le fondateur du festival et aussi toute l'équipe qui travaille avec lui, c'est pas tant de faire une programmation de têtes d'affiche et d'artistes très connus, mais c'est que ça permet de créer un dialogue, d'aller vers des gens, de créer vraiment d'être en lien avec des personnes. Et par exemple, le festival, l'association va privilégier des projets qui vont permettre à des musiciens de travailler entre eux, qui vont par exemple provenir de différents pays de la Méditerranée, comme donc un des projets pour lequel l'association a été soutenue par la Fondation Anna Lindh. Donc ça, c'est ce qui donne du sens au projet que porte l'association. Et de la même manière, ce qui va intéresser l'association, c'est de permettre à tous les habitants de Miramas, issus de différentes zones, donc de différentes, ce qui va permettre aux habitants de différents milieux sociaux, milieux culturels, de se rassembler et de profiter du festival. Alors, c'est intéressant que tu soulignes ça, parce que c'est vrai que ça a été dit plusieurs fois, la question de l'inscription territoriale. Le premier intérêt du réseau Anna Lindh, c'est justement la dimension réseau, échange et reconnaissance des actions mutuelles, ce qu'on fait ensemble, parce que des fois, en étant concentré sur nos activités, les difficultés qui sont aussi liées à ces activités-là, qu'il ne faut pas taire, parce que c'est souvent du combat. Il y a aussi quand même quelques opportunités sur lesquelles on reviendra cet été au sein du réseau Anna Lindh, notamment les bourses de mobilité. Et ce qui m'intéresse dans l'histoire de Numétis, c'est que effectivement cet ancrage sur Miramas a créé de multiples fils tout autour de la Méditerranée et au-delà, et que du coup ça crée des relations dans le temps. En fait, au final, il y a des choses qui s'installent et qu'on dépasse le stade de la programmation, parce qu'il doit y avoir une communauté d'artistes, émergents ou pas, qui se sentent partie prenante de l'histoire de Numétis. Tout à fait. Effectivement, au fil des années, l'association a vraiment développé des liens de confiance avec des artistes, aussi avec des structures qui sont par-delà la Méditerranée. Et par exemple, l'association, elle a développé pendant plus de 10 ans un festival dans le Sahara algérien. Et donc, elle a aussi développé des partenariats avec la Guinée,
Et actuellement, le directeur est en ce moment en Guinée, à Conakry, pour un projet d'organisation d'un festival de musique, pour être toujours dans ce schéma de rencontres et de mise en valeur de la diversité culturelle. Et la musique est vraiment un art qui permet de tisser des liens au-delà des cultures, et c'est ce que défend Numétis. Et qui va continuer à le défendre. D'ailleurs, la prochaine édition, c'est quand? Alors la prochaine édition, c'est en juin 2025. Et effectivement, l'idée, c'est de mettre à l'honneur des cultures de différents pays. Et on espère encore mener des projets qui vont rassembler des cultures de pays de Méditerranée. Vous avez des axes thématiques que vous mettez en avant au fil des éditions? Alors sur chaque édition, on a souvent des thématiques, effectivement. Et sur l'année prochaine, ça sera la mémoire de Miramas. Parce que l'idée, c'est aussi de mettre en valeur le territoire dans sa diversité d'origine. Et Miramas, c'est un territoire un peu oublié du département. C'est une ville qui est quasi sinistrée. Donc on a des parallèles aussi à faire avec Marseille et ses différents quartiers. Et de mettre en valeur ses habitants et leurs histoires dans leur diversité, c'est aussi important pour nous. C'est aussi du débat, je crois que vous avez des rencontres pro qui s'organisent. Tout à fait, on a toujours un volet rencontres professionnelles axé sur l'international, ce qui nous permet de continuer à tisser des liens avec les acteurs historiques de Numétis. Alors je pense qu'on n'a pas eu le temps de préparer des images, je me tourne vers la réalisation du festival Numétis. Mais du coup, oui, on en a quelques-unes quand même. Si on veut alors évidemment, la première proposition, c'est de participer au festival, mais il y a plein de choses qui se déroulent tout au long de l'année et qui, encore une fois, est le travail de fond du festival. Si on veut suivre, comment ça marche sûrement le site Numétis. Voilà, le site internet. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter et puis on est très présent sur les réseaux sociaux. Vous avez rejoint la Fondation Analyse, même si le sens de cette connexion paraît évident. Même question qu'aux précédents membres. Qu'est-ce que ça permettra de développer pour vous, cette connexion au réseau Analyse ? Alors, donc c'est une belle ouverture vers d'autres partenaires qui mènent des projets sur le thème du dialogue interculturel. Et pour nous, c'est toujours très intéressant pour s'inspirer et donner plus de chair et de consistance à nos actions et d'avoir plus de profondeur dans notre réflexion. Puisqu'effectivement, la partie visible, c'est toujours le festival où ça va être un concert, mais mettre en relation des artistes de différentes cultures pour aller vers ce dialogue, pour nous, c'est intéressant de le mettre en perspective de choses plus réflexives, plus profondes. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À très vite. Merci. Alors, on chemine dans cette émission qui nous permet de rencontrer nos membres et je dois dire que c'est la première fois qu'on le fait sous cette forme et que je prends beaucoup de plaisir à discuter, à échanger avec les membres sur leurs activités que je connais dans les grandes lignes, mais dont je découvre à chaque fois de nouveaux axes, de nouveaux éléments, de nouvelles histoires et qui me passionnent toujours un petit peu plus. Et du coup, pour cheminer, on a souhaité accueillir sur cette fin de matinée la personne qui va nous accompagner tout au long de la journée, Christina Rosmini, et qui va proposer ce soir de terminer ensemble en soirée culturelle. Donc du coup, je nous invite collectivement à accueillir Christina à mes côtés et je suis ravi de terminer cette première émission avec toi, Christina. Je t'invite à prendre le micro que tu connais par cœur. Ouais. Et bonjour. Bonjour. En plus, tu reviens de loin.
je suis un petit peu gêné parce que la dernière fois, tu revenais de loin, je t'ai réveillé avec le jet lag, donc je te présente mes excuses Oh non, publiques. Et du coup, ton nom a été souvent évoqué, qui tu es et en quoi, tout à l'heure Esther disait, tu es la Méditerranée à toi toute seule. Comme beaucoup de Marseillais, Ouais, de comme beaucoup de Marseillaises. Marseillais. Bah oui, je suis une enfant de Marseille, donc petite fille d'immigrés espagnols, andalous du côté maternel, corse et italien du côté paternel. Et puis j'ai nourri mon parcours évidemment de rencontres et ma musique, elle est nourrie, pétrie à la fois de mes origines et à la fois bien sûr de toutes les musiques du pourtour méditerranéen qui ont été ma nourriture. Et du coup, comment tu le traduis dans ton travail artistique? Mais là aussi, encore une fois, on ne peut pas résumer un travail artistique à un simple engagement d'expression artistique, même si c'est déjà beaucoup. Tu le nourris de beaucoup d'autres éléments. Donc, comment toi, tu construis ton travail entre ton activité d'artiste et les engagements qui sont associés? Parce que c'est pas toujours très lisible, cette relation entre les deux, qui est pourtant essentielle. Oui, en même temps, voilà, un artiste, c'est une réunion d'énormément d'ingrédients. Donc moi, je suis née en France, j'ai grandi en France, donc ma chanson est en français, mais musicalement pétrie de toutes ces influences. Et ensuite, effectivement, un artiste, c'est aussi des rencontres. Donc c'est toutes les rencontres que j'ai pu faire, les collaborations, mon engagement à titre individuel. Beaucoup de gens le connaissent, mais il se traduit aussi effectivement dans mes choix qui sont très souvent des choix de cœur, hein, et voilà, qui font que je vais chanter. Je communique pas forcément bien sûr dessus, mais je vais chanter aussi bien dans des endroits comme là où j'étais la semaine dernière, c'est-à-dire des endroits un peu peut-être sous le soleil. Et puis mon engagement fait que je chante aussi dans les prisons, dans les maisons d'enfants, pour les femmes des quartiers. Enfin, on essaie de faire tout ce qu'on peut pour semer. Alors, tu as maintenant un parcours qui est riche. Moi, la première fois que je t'ai connu, parce que je ne te connaissais pas personnellement, c'était ton travail, c'était tes chansons. Je t'ai découvert comme ça. Tu es très connecté aussi au Forum Femmes Méditerranée, aux côtés duquel tu t'es beaucoup engagé. Ça représente quoi pour toi, ce réseau, et comment tu arrives à lier ton travail artistique à aussi cette dynamique de réseau qui est en place, et c'est quoi les interactions qui sont recherchées là-dedans? Précisément, c'est ce dont on parlait, c'est-à-dire c'est l'échange. J'ai eu l'occasion, par le forum, grâce au forum et grâce à la Fondation Annaline, de jouer un peu partout sur le pourtour méditerranéen. C'est pas rien pour un artiste, et j'y ai fait des rencontres qui, évidemment, ont nourri ma créativité, ont nourri mes spectacles. Enfin voilà, c'est en permanence un mouvement d'aller-retour qui est extrêmement important, qui est même fondamental. Et j'espère qu'on va continuer, parce que il me semble, si je suis à peu près à jour dans mes petites tablettes, c'est que l'année prochaine sera une année artistique importante, puisqu'il y a une saison méditerranéenne qui semble se préparer. Donc j'espère que les acteurs du réseau Annaline, et ton travail en particulier, seront associés, parce qu'il me semble que c'est Judith Kretschmayer qui a été choisie comme curatrice pour cette saison, et j'espère qu'on aura aussi notre voix, ta voix, dans cette aventure-là. Et puis on en reparlera cet après-midi, le forum Annaline, qui n'a pas eu lieu depuis 8 ans à Tirana, ville qu'on a déjà citée pour avoir été nommée ville méditerranéenne du dialogue interculturel. Donc j'espère que cette place de l'art et de la culture, auquel tu as déjà contribué, continuera à accueillir ta voix. On ne peut que l'espérer. Voilà. Enfin, pour parler un tout petit peu plus du travail de Couleur d'Orange, Ouais. J'ai essayé toutes ces dernières années à la fois d'être ancrée dans l'histoire. C'est pour ça que mon tout premier spectacle parlait d'Al-Andalus, c'était vraiment un spectacle de théâtre musical. Je fais aussi beaucoup de théâtre musical en parallèle au travail vraiment de chanteuse. Et j'essaie de me nourrir comme ça. Donc c'est vrai que j'ai été pendant longtemps un peu tournée vers le passé, mais pas par passéisme, mais un peu comme un témoin. Donc j'ai travaillé sur l'Andalousie médiévale, qui est une période inspirante, on va dire, puisque même si c'est un peu mythifié, mais on sait qu'il y a quand même une coexistence, une convivencia, comme on dit en espagnol, qui a été très inspirante donc, sous le califat de Cordoue.
Donc ça, c'était mon premier spectacle, qui s'appelait Al-Andalus, le Jardin des Lumières. Ensuite, j'ai travaillé sur la guerre civile espagnole, qui est la période des années 30, qui quand même ressemble étrangement à la nôtre. Donc pendant assez longtemps, j'ai fait un spectacle sur Federico García Lorca, un spectacle musical. Donc en fait, il y a comme ça, pour moi, une importance à la fois à créer, mais à créer à partir de quelque chose, à partir d'une matière historique. Donc c'est ça que je compte continuer à faire. Tu sais que c'est Federico García Lorca qui m'a fait aimer l'espagnol. C'est vrai ? Avec certains de ses poèmes, j'ai toujours en résonance dans ma tête Y donde están las lilas y la metafísica cubierta de amapolas. Olé, Qui était très, très mystérieux Oui. comme phrase, mais qui m'a quasiment envoûté en fait. C'est ça. Ouais, Lorca est il a cette capacité à envoûter. Tout à fait. Et médiumnique, c'est-à-dire il a vraiment un côté, el poeta es el medium de la naturaleza, il a vraiment tout un côté spirituel qui est très Et dans lequel nourrissant. il faut plonger. Sans forcément chercher la compréhension immédiate, c'est ça qui a... Ça sert à rien de Ouais, chercher à comprendre la poésie. Qu'est-ce que tu nous proposes ce soir avec Couleur d'Orange? Alors, il se trouve qu'il y a quelques mois, le journal La Marseillaise, pour ses 80 ans, m'a demandé de créer un spectacle pour fêter au Doc des Suds, justement, cet événement historique. Et j'ai eu envie de créer un concept qui s'appelle Peuple de Marseille, peuple au pluriel, en invitant un petit peu toutes les communautés, pas toutes, mais énormément des communautés qui font Marseille, qui ont fait l'histoire de Marseille. Donc, évidemment, les Italiens, et puis les Comoriens, et puis les Espagnols, et puis Arméniens, enfin, il y a eu comme ça, Maghrébins, Moyen-Orient, Cuba même. Donc voilà, il y a eu un coplateau qui s'est créé et que j'ai dirigé, que j'ai essayé comme ça de torsader, de tisser. Et c'est un peu le même esprit qu'on va avoir ce soir, mais essentiellement au féminin. Donc j'ai demandé aux artistes féminines d'être auprès de moi ce soir. Donc on va avoir une Italienne, une Marocaine, une Algérienne, une Israélienne. Enfin voilà, il va y avoir pas mal de communautés comme ça. Et trois musiciens qui, eux, sont des hommes. Tant pis, on les garde. Voilà. Très bien. Du coup, je suis déjà ravi de t'accueillir au comptoir de la Victorine pour partager cette soirée avec toi et toutes les personnes qui seront avec nous pour vivre ce moment qui est d'autant plus intéressant parce qu'en fait, on va être d'une certaine manière connecté en communion avec d'autres acteurs en Méditerranée qui vont aussi animer des soirées artistiques et culturelles, et on en a bien besoin, puisque du coup, ça s'inscrit dans un des programmes de la Fondation Annalint pour célébrer la Méditerranée. Et donc, je suis ravi qu'on le vive avec toi ce soir. Merci beaucoup. Alors, du coup, moi, je vais faire ma conclusion et tu as la gentillesse de partager avec nous, pour terminer cette émission, un texte, un chant. En fait, c'est une chanson vraiment chère à mon cœur. Elle est dans mon dernier album. C'est une chanson qui a une double en fait, naissance, une double genèse. J'étais sur un bateau en Méditerranée lorsque j'ai appris la noyade de la femme d'un de mes amis à Madrid. Et d'un coup, soudain, j'ai regardé la mer Méditerranée, j'ai vu remonter les milliers de cadavres qui jonchent cette mer, qui en font un cercueil gigantesque à ciel ouvert. Et j'ai commencé à écrire une chanson sur les migrants, entre guillemets. Ensuite, mon histoire personnelle a fait que j'ai accueilli à la maison pendant 8 mois 2 jeunes migrants, un venant d'Afrique, qui venait de Côte d'Ivoire, mais il avait fait tout le parcours jusqu'à être esclave en Libye pendant 2 ans. Et ensuite, il a traversé sur un canot, les Libyens ont tiré sur eux. Enfin bon, on a vraiment vécu l'histoire de manière extrêmement douloureuse. Et il est resté 8 mois à la maison. Et un autre petit jeune homme du Pakistan aussi qui est resté à la maison. Et j'ai eu vraiment à cœur d'écrire une chanson sur ce qu'on appelle les migrants, qui est en fait une espèce de mot comme ça générique, ou une espèce de fourre-tout, généralement plutôt dans l'imaginaire des gens, c'est plutôt masculin, c'est plutôt... Alors qu'en fait, il y a énormément de femmes, il y a énormément d'enfants aussi. Là, je reviens des États-Unis, c'est la même chose, hein, puisque les Mexicains, les Cubains... Donc j'ai eu à cœur de faire une chanson sur eux et de partir en fait de la personne qui attend sur le quai, cette personne qui ne reviendra pas. J'ai imaginé que c'était une jeune femme qui s'était noyée et très peu de temps après, à Calais, il y a eu ce drame de cette jeune fiancée. Je ne sais pas si tu t'en souviens, dont le partenaire ne savait pas qu'elle était en train de traverser pour le rejoindre et qui s'est noyée, et ça a comme ça ému tout le monde. Et je me suis dit, tiens, c'est étrange, on dirait la petite fiancée de ma chanson. Alors,
ça crée une boucle avec le début de l'émission, puisque je démarrais cette émission en rappelant que dans le tragique que vit la Méditerranée, la question du dialogue qui ne doit jamais se taire, la question de l'espoir, vient toujours recouvrir en fait cette réalité qu'on n'oublie pas, ce tragique qui est présent et qui s'impose à nous, mais pour lequel on a le devoir aussi de rappeler d'une manière sensible, de manière humaine, avec beaucoup d'humanité, une autre réalité qui continue aussi à exister, cette volonté du peuple méditerranéen d'inscrire son histoire avec toute la force, toute la capacité, toute la diversité dans le message, et que dans la diversité de ce qu'on représente, on essaye aussi de porter. Et c'est un peu sur ça qu'on souhaite terminer notre émission. J'aimerais rappeler que, en fait, ce qui fait la force de notre réseau et qui explique aussi cette émission, c'est tout simplement ce qu'on vient de traverser avec quelques-uns de nos membres. C'est la diversité de ce que nous représentons, mais l'engagement fort. En fait, ce qui ressort ce matin, c'est l'engagement fort des différentes initiatives que nous pouvons avoir et qui, ensemble, font une force singulière, malgré la modestie de nos moyens. Et l'interconnexion aussi avec le réseau national, le réseau international, il ne faut jamais qu'on oublie ça pour pouvoir le porter. Et c'est sur ça qu'on va insister dans les mois à venir, c'est bien faire, nommer, être très explicite en fait, c'est-à-dire que la question de l'anonymat dans nos activités, moi quand je suis amené à parler du réseau Analint, en fait je me rends compte qu'il faut que je raconte les histoires de chacun des membres, ce qui est engagé, etc. Et que c'est ça qui fait la différence, plutôt que juste de parler d'un réseau qui serait assez immatériel et qui ne raconte pas en fait des singularités d'histoire qui font la force de ce réseau-là. Et je te remercie d'être avec nous aujourd'hui et de terminer surtout ce premier temps en chanson. Mais je t'en prie, je te remercie. Mais pour rebondir juste sur ce que tu dis, effectivement, je crois que les initiatives individuelles, les initiatives comme celle du réseau et la place des artistes, en fait, c'est évidemment dans un monde qui est vraiment en danger, de perte de valeur, de perte d'humanité, de témoigner, de donner de la chair, de donner de l'histoire, c'est-à-dire de la singularité. C'est-à-dire, moi, c'est ce que j'ai voulu faire avec cette chanson, c'est-à-dire que les migrants, ils ont une vie, ils ont des familles, ils ont des amis, ils ont des gens qui font, chaque individu est différent et singulier et rempli d'espoir. Et c'est cet espoir-là que nos petites actions individuelles et collectives peuvent continuer à apporter l'espoir. J'espère. J'espère aussi. Merci et je te laisse la place. Alors je voulais juste dire que dans cette chanson, j'ai voulu mettre un poème de Victor Hugo qui est extrait de La légende des siècles, qui s'appelle Les paysans au bord de la mer, qui je trouvais faisait écho à ma chanson. Et j'ai demandé je voulais une voix qui venait de l'Afrique, symboliquement, pour dire ce poème. Et c'est Relema, qui est le grand pianiste d'origine congolaise, qui a accepté de dire les mots de Victor Hugo que vous allez entendre. Merci. Alors, je me tourne vers la réalisation et au niveau de la caméra, on est vers où? Tu me dis si tu veux rester assis, si tu veux te lever. Les pauvres gens de la côte, on va vous suivre. L'hiver, quand la mer est haute et qu'il fait nuit, viennent au fini la terre, voir les flots pleins de mystères et pleins de bruit. L'une frémit, l'autre espère. Le vent semble une vipère. On pense à Dieu, par qui l'esquive vogue au sombre et qui change en gouffre d'ombre. Le gouffre bleu. Attendre au bout du quai, comme on vient s'embarquer. Les embruns dans le soir ont-ils eu vent de la fin de l'histoire? Et passent les saisons à défier la raison, à implorer
dévorer l'horizon? Les aura-t-il vu chavirer dans les ténèbres déchirées? Et je crois qu'il y aura plus de larmes salées dans ton cœur esselé, qu'il n'y en a sous ses pieds jusqu'au fond de la Méditerranée. Attendre et croire encore quand le chagrin s'endort, qu'à l'envers du décor ton trésor a pu dériver, qu'une île a dû la retrouver. Et je crois qu'il y aura plus de vagues salées dans ton cœur esselé, qu'il y en a sous ses pieds jusqu'au fond de la Méditerranée. On guette, on doute, on ignore ce que l'ombre et l'eau sonore au dur combat, et les rocs autour du punch, pareils aux formes des songes, lisent tout bas. Et les femmes sur la grève se parlent du vaisseau rêve en frémissant. Il est plein de clameurs vagues et traîne avec lui des vagues pleines de sang. J'ai pris la route à tire-d'aile vers les rivages mordorés. Dans mon cœur, une caravelle que le silence a dévorée. J'ai pris le large sous la lune, mis la grand voile au vent d'espoir. Me voilà couronné d'écume, glacé dans le bleu du miroir. Et je crois qu'il y aura plus de vagues salées dans ton cœur esselé, qu'il n'y en a sous mes pieds jusqu'au fond de la Méditerranée. Et je crois qu'il y aura plus de larmes salées dans ton cœur esselé, qu'il n'y en a sous nos pieds jusqu'au fond de la Méditerranée. Merci. Rien à ajouter à cet après-midi, à ce soir. À ce soir.